écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la mise en œuvre des directives du président de la République, l'importation des moutons en prévision de l'aide effective, le premier navire en provenance de Roumanie a accosté ce matin au port d'Alger. Forum d'affaires algéro-saoudien, les opportunités d'investissement en Algérie mises en avant au moment où la Banque mondiale confirme la nouvelle dynamique économique du pays. Guerre contre Gaza, des négociations dans l'impasse alors que le PAM met en garde contre une menace croissante en raison d'une grave pénurie de stocks alimentaires. Un trésor du savoir médical algérien entre dans l'histoire mondiale, un précieux manuscrit inscrit par l'UNESCO au registre international de la mémoire du monde. Sport demi-finale allée de la Coupe de la CAF, le CSC affronte ce soir en déplacement Berkane. Une qualification pour la finale serait une première pour les Constantinois. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Madame, Monsieur, bonjour. Sur instruction des plus hautes autorités du pays, l'Algérie commence à réceptionner les moutons importés en prévision de l'Aïd al-Adha. Le premier navire a accosté ce matin au port d'Alger avec à son bord près de 15 000 têtes d'ovins en provenance de Roumanie. Reportage au port d'Alger signé Sofia Boukercha. Il s'agit de la première opération d'importation lancée en vue de Eid al-Adha. 15 000 moutons sont déjà arrivés ce matin. D'autres arrivées sont prévues dans les prochains jours à travers 9 ports du pays. Jamel Eddin Deridi, secrétaire général du ministère des Transports. On a commencé le déchargement des moutons à partir de 6 h du matin. Premier navire, demain le second, après-demain le troisième. Le quatrième sera acheminé vers Oran, sur la Annabas, Kikda, Djidjel et Ténès. Donc l'ensemble des PDG ont été instruits. À leur arrivée, les moutons sont soumis à un protocole strict. Bien qu'ils soient déjà été mis en quarantaine dans leur pays d'origine, ils seront isolés pendant 5 jours. Dr Moumen Najib, responsable de santé vétérinaire à Alviar. Le cheptel a été mis en quarantaine déjà en Roumanie, va être mis en quarantaine dans plusieurs aires de repos où les inspections vétérinaires de Wilaya vont collaborer avec les vétérinaires du groupe pour s'assurer que le cheptel sera indemne. Un contrôle sanitaire immédiat est également effectué au port dès le débarquement afin de vérifier l'état de santé général du cheptel. Dr Naïma Oulpsir, inspectrice vétérinaire principale post-frontière au port d'Alger. Il y a eu délivrance des dérogations sanitaires. Une fois arrivé, on fait le contrôle de la documentation, puis le contrôle sanitaire de ces ovins. L'état général de ce cheptel était satisfaisant. Le cheptel sera ensuite réparti entre les wilayas du pays pour assurer une distribution équitable et faciliter l'accès des citoyens à ces moutons. Hamid Ben Saad, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Par la suite, il y aura une opération de dispatching au niveau des wilayas. Cette opération va être chapeautée par les wali grâce à des commissions locales qui vont suivre toute l'opération d'encadrement en matière de vente et également de déploiement des moyens. Les autorités affirment que chaque étape de l'importation et la distribution est étroitement encadrée avec pour objectif de préserver la santé publique et de stabiliser les prix à l'approche de l'Aïd. Coopération algéro-saoudienne avec la tenue d'un forum d'affaires des deux pays ce dimanche à Alger. Les opportunités d'investissement et d'échange sont passées en revue. Plus de détails avec Meïssa Smaïl. L'Algérie et l'Arabie saoudite veulent franchir un nouveau cap dans leurs relations en renforçant leur partenariat économique. C'est le message clair qui s'est dégagé du forum d'affaires organisé aujourd'hui à Alger, en présence de hauts responsables et d'une importante délégation d'hommes d'affaires des deux pays. Pas moins de 13 600 projets d'investissement saoudiens ont été enregistrés, preuve d'un intérêt réel pour le marché algérien et pour cause. Main-d'œuvre qualifiée, coûts énergétiques compétitifs, infrastructures en plein développement, autant de facteurs qui rendent l'environnement favorable aux affaires. Les réformes engagées par l'Algérie dans le domaine de l'investissement ont également été largement saluées. Le pays est aujourd'hui porté par un véritable renouveau économique marqué par une volonté forte de diversification en dehors des hydrocarbures. L'Algérie cherche à consolider son marché à travers des partenariats dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, le tourisme ou encore le BTP, autant de domaines dans lesquels l'Arabie saoudite a connu un développement considérable. De son côté, l'Algérie mise sur son expérience dans la pêche, les industries mécaniques ainsi que sur son rôle croissant dans les échanges commerciaux avec l'Afrique et l'Europe, qui font d'elle une véritable porte d'entrée vers plusieurs marchés régionaux. Le forum devrait aboutir à la signature de plusieurs accords de partenariat entre des entreprises algériennes et saoudiennes, avec l'ambition de concrétiser ces relations dans des projets durables.
Voilà des projets alors que la Banque mondiale met en avant les performances de l'Algérie dans le domaine économique, des efforts qui la placent sur la voie d'une croissance durable. Hafeda Hamouche. Alors dans un rapport intitulé « Comment l'Algérie façonne son avenir économique », la Banque mondiale revient sur les exportations hors hydrocarbures et l'amélioration du climat des affaires. L'Algérie opère une transformation profonde pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. La Banque mondiale note que les engrais, les produits sidérurgiques et le ciment figurent parmi les principales exportations, témoignant des premiers résultats positifs dans l'élargissement de la base économique algérienne. Il est également question de la loi sur l'investissement de 2022 que la Banque mondiale considère comme un élément clé de ses efforts et offre des incitations telles que des exonérations fiscales, des dispenses de droits de douane et des procédures administratives simplifiées par le biais de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. La Banque mondiale souligne que le secteur agricole algérien a enregistré des avancées particulièrement en matière d'exportation de produits alimentaires frais et concernant la conformité des produits algériens aux normes internationales. La Banque mondiale rappelle son accompagnement à Algérac dans l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal et le renforcement des compétences de son personnel. En juillet 2024, le nombre de laboratoires accrédités s'élevait à 135 contre 77 en 2021, soit une augmentation de 75% en 3 années. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel a donné ce matin le coup d'envoi des éliminatoires des Olympiades des métiers au niveau de la capitale, une compétition qui vise à mettre en lumière les compétences des jeunes stagiaires dans plusieurs spécialités. Le ministre Yassine El Mehdi Walid au micro de Lina Addouche. Aujourd'hui, nous sommes très contents de ce lancement officiel des premières épreuves de Wilaya, des Olympiades des métiers. Cette compétition connaîtra la participation de plus de 5700 participants venus de tout le territoire national. Toutes les wilayas du pays aujourd'hui sont mobilisées pour organiser les éditions locales de cette compétition qui vise à créer une concurrence entre les différents établissements qui, par la suite, permettra également de relever le niveau, mais aussi de permettre à nos stagiaires de représenter l'Algérie lors des Olympiades des métiers à World Skills qui seront organisées au niveau continental en Zambie et également au niveau mondial à Shanghai l'année prochaine. Ces Olympiades nous permettent également de célébrer les réussites de chaque jeune Algérien, également de moderniser le secteur, de montrer que c'est un secteur qui forme des professionnels avec un niveau de formation qui n'a rien à envier à ce qui se fait partout dans le monde. Le baccalauréat professionnel sera introduit en Algérie à partir de septembre 2025. Ce diplôme national viendra couronner un parcours de 3 années au lycée professionnel et les premiers diplômés ou diplômes seront octroyés dès 2028. Mayel 15. Tout un programme pédagogique est mis en place dans la perspective de préparer les élèves à l'accession à ce diplôme. Siddiq Koudil, directeur central chargé de l'organisation et du suivi de la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle. Ce baccalauréat professionnel, il est organisé sur une durée de 3 années comme le bac classique. C'est pour rendre aussi le cursus plus attractif pour les élèves ainsi que leurs parents. C'est un enseignement académique pour que les élèves aient un enseignement académique assez important pour leur permettre de suivre des enseignements techniques et professionnels qui sont le deuxième socle de ce cursus. Et toutes ces connaissances seront renforcées par des périodes de formation au milieu professionnel. Donc ce bac professionnel, il est divisé en 3 grandes parties de connaissances. On a des enseignements généraux, des enseignements techniques et professionnels et des périodes de formation en milieu professionnel. Ce programme de l'enseignement professionnel qui concernera 14 wilayas sera divisé en plusieurs filières. Siddiq Koudil. 6 grandes filières qui sont le bâtiment, travaux publics et hydraulique, tout ce qui est industrie de transformation, l'énergie et l'environnement, l'agriculture, la mécanique et l'électromécanique, l'électronique et l'automatisation. Pour la rentrée de septembre 2025, 13 wilayas qui vont être concernés pour le lancement de ce bac professionnel et qui concernera 14 lycées professionnels sur les 6 filières. L'accès à ce bac organisé sur 3 années est réservé aux collégiens après le brevet d'enseignement moyen, BEM, ainsi qu'aux élèves après la première année du lycée général ayant fait l'objet d'une orientation vers le cycle de l'enseignement professionnel. Une nouvelle perturbation météo est émise. Elle concernera l'Est et une partie du centre du pays. Pluie et neige au programme. Nous y reviendrons à la fin du journal. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. 51 jours que la puissance occupante interdit l'entrée des aides humanitaires dans la bande de Gaza. C'est le siège le plus long et le plus dévastateur depuis octobre 2023. En plus des bombardements, la famine s'installe et tue. Gaza devient un camp d'extermination, souligne l'analyste politique Hicham Lahmissi, contacté par Rabia Slimani.
Génocide dans un sens extermination, déplacement des populations par tous les moyens, par la mort directe, par la mort indirecte, c'est-à-dire la famine, la maladie. Israël essaie par tous les moyens également de faire partir la population de la bande de Gaza. L'objectif étant clairement affiché, c'est celui de l'annexion à terme des territoires de Gaza pour en faire en colonie. Donc les choses, elles sont assumées. En fait, les seuls freins, ce sont les réactions internationales. Par ailleurs, il faut prendre en considération qu'il y a un début de contestation important dans la société israélienne qui réclame la tête de Netanyahou. Pour une partie de l'opinion très minoritaire israélienne, c'est en révolte des massacres qui se déroulent aujourd'hui à Gaza. Et pour une autre grande partie, c'est par rapport en fait à un début de scandale qui apparaît et qui met en avant le fait qu'il y a eu une espèce de collusion entre la politique menée par Netanyahou et ce qui s'est déroulé durant la journée du 7 octobre, avec notamment un espèce de laisser-faire des autorités israéliennes. Des négociations qui sont donc dans l'impasse, explique l'analyste politique Hicham Lahmissi. Pour moi, la place de la négociation, elle est très limitée en raison du fait qu'aujourd'hui, avec le leadership israélien, avec sa tête Netanyahou, est inscrit dans une politique en fait de jusqu'au boutisme que rien n'arrêtera en dehors de l'opposition d'un rapport de force. La position des États occidentaux, c'est celle d'un soutien direct ou indirectement affiché en direction d'Israël, avec l'absence de condamnation sérieuse, l'absence de mesures d'embargo économique, de sanctions telles que l'on a pu voir, notamment en direction de la Russie. Tous ces éléments nous laissent à penser que la situation est plutôt pessimiste. Même si le Hamas proposait une négociation, une libération des otages, en réalité, du côté de Netanyahou, on n'en veut pas. La politique de Netanyahou, c'est trouver les prétextes de continuer cette guerre génocidaire à Gaza. Cette position est confirmée par le journaliste Yahya El-Yaqoubi, il est contacté par Karima Bennour. Le rang des négociations actuelles n'est pas dans l'intérêt de l'occupant et c'est le plus difficile pour lui. Il camoufle son incapacité de gérer la situation avec des génocides quotidiens, des déplacements de Gazaouis en masse, mais en réalité cela reflète la fragilité de la position interne sioniste qui voit des milliers d'aviateurs sionistes, des soldats réservistes et des fonctionnaires de l'éducation qui signent contre Netanyahou et contre sa guerre. La crainte d'une montée de la haine interne est considérée comme plus dangereuse que la menace externe. Abandonner les armes de la résistance ne fera qu'empirer la situation. C'est pour cela que les résistants innovent leur méthode de combat en utilisant des caméras de surveillance, des bombes implantées dans les maisons occupées par les soldats sionistes. Des organisations syndicales africaines réaffirment leur soutien total aux travailleurs sahraouis réunis à Dakhla à l'occasion du 10e congrès de l'Union générale des travailleurs de Sariyat el-Hamra et Wad Dhab qui se poursuit aujourd'hui. Le droit du peuple sahraoui également réitéré lors de cette rencontre qui réunit plus de 400 délégués et 80 invités étrangers. Logement, un projet qui a tardé à voir le jour, celui des 440 unités à Tébessa. Il s'apprête aujourd'hui à connaître son épilogue au grand soulagement des bénéficiaires. Bachir Derbassi. Les souscripteurs de la formule 440 logements à Boulhafdir attendent depuis plus de 10 ans la livraison de leur logement, malgré l'achèvement des démarches administratives pour la majorité. Le nouveau DG de l'OPG, Amqaran Yassine, affirme que ce projet sera définitivement clôturé. Je me suis engagé envers ces souscripteurs. Je ferai tout mon possible pour faire en sorte que ce projet soit achevé en totalité en juillet 2025, faute de pouvoir l'achever en juillet 2025. Une première tranche d'un nombre consistant de logements va être attribuée à cette date et l'autre partie ne pourra en aucun cas excéder le septembre de l'année en cours. De Tébessa, Bachir Derbassi, Adji Chamtroa. Promotion du sport scolaire, un premier championnat est lancé à travers le pays. Le sujet était au centre de l'émission Ça vous concerne. Je vous propose d'en écouter un extrait. Sihem Mhenni s'en sort dans un collège dans la capitale. Elle répondait à Nahala Bekralas. Il s'agit de la première édition du championnat national des sports national scolaires, qui est une compétition dédiée au sport collectif, dont le football, le basket, le hand et le volleyball. Cette manifestation sportive a été lancée en simultané dans la totalité des wilayas du pays, avec la participation de plus de 290 000 équipes, représentant plus de 24 000 établissements scolaires, des 3 paliers, et la participation aussi de regroupement plus de 5 millions d'élèves. Concernant le primaire, c'est à partir de la 4e AP, il faudrait avoir minimum 9 ans. Au collège, c'est entre 11 et 12 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et au secondaire, on a les 15, 16 ans, 17 ans maximum. Un trésor du savoir médical algérien entre dans l'histoire mondiale. L'UNESCO vient d'inscrire un précieux manuscrit algérien au registre international de la mémoire du monde. Fatah Boumehdi.
Il s'agit d'un manuscrit médical rare conservé à la Bibliothèque nationale à Alger. Ce document exceptionnel est le 4e livre intitulé Al-Qanoun fi Tibb, une œuvre de référence datant de l'Hégire. Fatoma Ben Yahya, chef de service des manuscrits et ouvrages rares à la Bibliothèque nationale. C'est le 4e tome du livre Al-Qanoun d'Ibn Sina, le manuscrit d'Avicenne. Premièrement, c'est un manuscrit très ancien. Il date de 1192 de l'ère chrétienne. C'est le 6e siècle, le Hijri. Deuxièmement, le détenteur du manuscrit, c'est le médecin Jarjas ibn Ilyas ibn al-Matran, médecin personnel du roi Salah ad-Din al-Ayyubi. Aussi, c'est un manuscrit écrit sur papier très rare, un papier arabe ou spécialement un papier syrien. C'est un manuscrit en médecine. Ce genre de manuscrits sont d'une extrême rareté à l'échelle nationale et internationale. C'est pour ces raisons qu'on a choisi ce manuscrit spécialement pour l'enregistrer dans le registre Mémoire du monde. Son inscription par l'UNESCO marque une reconnaissance internationale du patrimoine algérien et vient renforcer les efforts de notre pays pour préserver la mémoire collective de l'humanité. L'actualité football marquée par cette demi-finale aller de la Coupe de la CAF entre Berkane et CS Constantine. Et c'est ce soir à 20h au Maroc, auteur d'une qualification historique aux dépens de l'autre représentant algérien, l'USM Alger au tir au but. Le club constantinois tentera de revenir avec un bon résultat pour espérer prendre une option pour la finale et continuer à rêver d'un premier trophée africain de son histoire. Sur le plan de l'effectif, Khaled Madoui aura l'embarras du choix. Il a récupéré 2 joueurs qui étaient blessés, le milieu de terrain Milo Derbehi et l'attaquant Tahar Fethallah. Et cette rencontre sera dirigée par le Libyen Mu'taz Ibrahim, assisté du Tunisien Khalil Hassani et Atiya Issa Msad. La seconde manche se jouera dimanche prochain au stade Shahid Hamlaoui de Constantine à 17h. L'autre demi-finale opposera à 14h Simba de Tanzanie au Sud-Africain de Stellenbosch. Merci Nassima Djaoud, merci à toute l'équipe derrière la vitre. On retrouvera Karima Bennour pour la météo juste après l'appel à la prière.